Merci à vous d'écouter Radio Sénégal. Il est 13 heures à Dakar, même heure à Sédhiou. Les titres du journal. Une attaque à main armée dans un village du département de Sédhiou la nuit dernière a fait 2 morts et 1 blessé. Les assaillants ont emporté 400 000 francs. Les détails dès le début de ce journal avec notre correspondant Mamadou Kanté. Le renouveau de l'administration sénégalaise est en marche. Une cité ministérielle prend forme à Diamniadio. Elle abritera 5000 bureaux sur une vaste surface. Le chef de l'État se rend sur place à 16h cet après-midi. Notre invité, Abdou Karim Fofana, directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. 200 milliards d'investissements et 5000 emplois attendus de l'exploitation minière dans le département de Tivaouane. Les populations espèrent le respect du nouveau code minier et des retombées positives. À Ziguinchor, l'évêque Paul Abel Mamba appelle l'État à réglementer la circulation des motos Jakarta et ceci pour mettre fin aux nombreux accidents. À suivre également les nouvelles internationales et la page des sports avec Benoît Badiane. Bonjour, au micro Khali Amadou Narfal, à la technique Souley Bari. La mort et la désolation ont frappé cette nuit le village de Thioyen Kausara dans la commune de Saka, département de Sédhiou. Des malfaiteurs munis d'armes à feu ont abattu 2 personnes avant de s'enfuir avec 400 000 francs. Le braquage a également fait un blessé grave qui a été acheminé à l'hôpital de Sédhiou où vous vous trouvez. Mamadou Lamine, Kanté, bonjour. Bonjour Amadou Khali. Alors d'abord, retour sur les faits, comment ce braquage s'est passé? Voilà, merci Amadou Khali Nar. Nous sommes donc, vous l'avez dit, à l'hôpital régional de Sédhiou, mais pour revenir sur les faits, c'est aux environs de 1h du matin, ce 26 décembre, que 3 individus armés de fusils de chasse, de calibre 12 et de machettes ont fait irruption dans le village de Thioyen Kausara. Le village Thioyen Kausara est situé dans la commune de Saka, laquelle commune est située dans le département de Sédhiou. Rappelez simplement que ce village Thioyen Kausara est à environ à 50 km de Sédhiou, chef-lieu de département et de région. Arrivés dans le village, les assaillants se sont rendus directement à la boutique de Mohamed Gueye, à qui ils ont réclamé de l'argent. Alors, pris de panique, le boutiquier va crier au secours. C'est ainsi que, naturellement, les populations sont sorties pour apporter de l'aide. Elles seront accueillies, ces populations, par les surnourris des assaillants. C'est dans ces circonstances, Amadou, qu'une femme répondant au nom de Rocky Touré sera atteinte mortellement, malheureusement, par une balle dans sa chambre. Hélas, une autre personne, du nom de Bobo Guette, marié, père de 11 enfants, qui venait à la rescousse, sera également tué par balle. Après leur forfait, ayant grièvement blessé le boutiquier, qui répond au nom de Mohamed Gueye, qui est d'ailleurs actuellement à l'hôpital régional de Sédhiou, il a été grièvement touché à la tête et au niveau des membres supérieurs. Eh bien, ces malfaiteurs, ces assaillants vont emporter dans leur retraite la somme de 400 000 francs CFA, vous l'avez bien dit dans le titre du journal, a visé le commandant de la brigade gendarmerie de Sédhiou, l'adjudant-chef Moussa Ndiaye, ainsi que les hommes du militaire du secteur 61 basé à Madina Wandipa se sont rendus sur le lieu du drame. Mais face à l'enclavement de la zone est très très enclavée, eh bien les forces de sécurité et de défense ont trouvé que les assaillants étaient déjà partis. Malheureusement, les 2 corps sans vie de Rocky Touré et de Babou Guette sont présentement à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou où nous nous trouvons. Quant au boutiquier blessé, Mohamed Gueye, son nom il faut retenir, il est présentement pris en charge à l'hôpital régional de Sédhiou où nous nous trouvons. Mais il faut dire, Ali, que la gendarmerie de Sédhiou a ouvert une enquête en attendant de mettre la main sur les assaillants qui sont partis. C'est l'émoi, vous l'avez dit, et la consternation dans ce petit village de Thioyen Kausara, situé dans la commune, n'est-ce pas, de Saka, dans le département de Sédhiou, Ali. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Qu'en est-il de l'état de santé du blessé, Mohamed Gueye? Voilà, l'état de santé de Mohamed Gueye s'améliore. Là, en ce moment, il est pris en charge, il faut le dire, par les responsables de l'hôpital de Sédhiou.
il est en ce moment sous perfusion. Tous les soins qu'on devait lui administrer l'ont fait et actuellement il est en train de dormir. Et son état, c'est vrai qu'il est grièvement blessé, mais on peut espérer qu'il va s'en tirer malgré les blessures graves. Allez. Merci beaucoup Mamadou Kanté pour ces informations, les détails concernant le braquage hier soir donc à Thioyen Kaosara dans la commune de Saka, département de Sédhiou. L'attaque a fait 2 morts. On déplore aussi une importante somme d'argent emportée par les assaillants. Merci donc à notre correspondant Mamadou Kanté qui se trouve à l'hôpital de Sédhiou. Le président de la République se rend cet après-midi au pôle urbain de Diamniadio, une visite de chantier à la cité ministérielle bâtie sur 120 000 mètres carrés et devant abriter une partie de l'administration. Pour le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, cette cité ministérielle est le plus grand projet immobilier de l'État du Sénégal depuis la construction du building administratif. Abdou Karim Fofana au micro de Khadifal Koulibaly. On a mis 3 en 1. Le président de la République a voulu mettre la mixité fonctionnelle au cœur de Diamniadio, c'est-à-dire avoir une diversité d'activités dans le pôle urbain. Ne pas seulement avoir une ville dortoir ou une ville étudiante ou encore une zone industrielle. C'est la raison pour laquelle on a créé une mixité. Activités d'enseignement, activités industrielles, logement, activités administratives, centres d'affaires. Ça c'est le premier enjeu. L'autre enjeu, c'est le renouveau du service public. Vous le savez, dans l'administration, souvent nos bâtiments ne sont pas aux normes. Nos bâtiments ne sont pas dignes de recevoir une administration. Et le président de la République avait promis en avril 2016 de procéder au renouveau du service public. C'est quoi le renouveau du service public? C'est faire en sorte que beaucoup de choses changent positivement dans l'administration. Les procédures, la formation, la motivation, mais surtout aussi le cadre de travail. Avoir des bâtiments adaptés aux missions de service public. Le troisième point, c'est l'efficacité budgétaire. Les sphères ministérielles de Diamniadio vont permettre à l'État du Sénégal de passer d'un État locataire à un État propriétaire. Parce que l'État du Sénégal faisait des locations, des contrats de location de l'ordre de 16 milliards par an, des engagements locatifs de 16 milliards par an. Et avec ces projets, 36% de cette facture locative de l'État va disparaître pour le bénéfice de nos finances publiques. C'est ça les sphères ministérielles de Diamniadio. Vous avez sur le pôle urbain de Diamniadio, sur 3 sites, 120 000 m² d'espace de bureau. C'est le plus grand projet immobilier de l'État du Sénégal à destination des services publics depuis le building administratif en 1958. Nous retrouverons Abdou Karim Fofana, directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État en fin d'édition. Il est donc l'invité de ce journal. En attendant, l'inflation politique et syndicale se poursuit au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a signé 14 nouveaux récépissés portant à 272 le nombre de partis politiques légalement constitués. Mais les syndicats sont champions en la matière. D'après le rapport d'activité 2016 du ministère de l'Intérieur, 410 syndicats sont officiellement déclarés dans notre pays. Cette année, 10 nouveaux syndicats ont reçu le récépissé information APS. Le département de Tivaouane, l'un des sous-sols les plus riches du Sénégal avec le zircon et le phosphate, 200 milliards et 1000 emplois sont attendus de plusieurs projets d'investissement, notamment pour l'exploitation de nouvelles mines de phosphate. Et la population, lors d'un forum de validation de l'étude d'impact environnemental, a demandé l'application des dispositions prévues dans le nouveau code minier, et ceci afin de pouvoir bénéficier de cette manne. C'est une correspondance de Cheikh Fall. Prochainement, quand les populations de Ndiaye, Seraha, Sagnahor, dans la commune de Pire, accueilleront la toute nouvelle exploitation minière de ces fosses, peut-être qu'un grand jour s'ouvrira en même temps dans ce terroir villageois, toujours éprouvé par la pauvreté, malgré la richesse de son sous-sol. Le préfet du département de Tivaouane, Makan Beng. Les propriétaires ont souhaité être indemnisés de manière conséquente et les membres de ces fosses nous ont rassurés dans ce cas. Pour cause, le tout nouveau code minier, voté récemment par nos parlementaires, a pris en compte toutes les préoccupations des localités impactées. Aline Fall est directeur de la mine de la Société des phosphates du Sénégal. Le nouveau code minier est sorti et nous avons 0,5 000 chiffres d'affaires
qu'il faut reverser dans les communes impactées. Donc c'est pratiquement 1 milliard annuel que nous allons reverser dans les communes. Ainsi, les premiers bruits de grues sur une superficie de 7 hectares qui ont déjà commencé à bourdonner dans cette partie du vaste département de Tivaouane font déjà renaître l'espoir. Nous allons transformer nos produits sur place et nous sommes en train, dans nos prévisions, de créer plus de 1000 emplois à la zone, 200 milliards de francs CFA d'investissement. L'avènement du nouveau code minier est donc une aubaine pour les populations de ces zones d'exploitation de phosphate. Il reste à veiller sur les mesures d'accompagnement et de suivi. Le préfet du département de Tivaouane, Makan Beng. Nous allons veiller à ce que les intérêts des populations soient sauvegardés, de même également que les intérêts de l'entreprise. Les champs qui sont dévastés, les terres récupérées seront également régénérées et rendues cultivables. Nous souhaitons laisser la terre telle que nous l'avons trouvée. Quand nous allons quitter la zone, avec les eaux et forêts et les populations, qu'on regarde quelles sont les essences, les arbres fruitiers, etc., que les populations veulent installer et nous allons les accompagner pour ça. De bonnes dispositions qui obéissent aux contraintes du nouveau code minier ou nécessité du respect des règles de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. En tous les cas, les périmètres du département de Tivaouane qui constituent des modèles d'application, tout comme les populations qui cèdent leur domaine et patrimoine, viennent enfin de disposer d'un outil qui protège leurs biens. Tivaouane, dans les zones d'exploitation minière. Cheikh Fall. Merci Cheikh Fall. À Fatick, difficile quand on est jeune de réaliser son rêve avec presque pas grand-chose dans le compte bancaire. Plus de 150 projets portés par des jeunes de la région sont rangés dans les tiroirs du PAPEJ, faute d'avoir mobilisé l'apport financier exigé par les bailleurs. On écoute les explications de Babacar Dieye. Il est le chef d'antenne du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Depuis presque 3 mois, on a validé beaucoup de dossiers au niveau de la région de Fatick, des dossiers qui tournent autour de 156 dossiers. C'est vrai que depuis 2014, les promoteurs de la région de Fatick ont déposé le dossier au sein du PAPEJ, mais jusqu'à présent, il y a des lenteurs. Les problèmes d'apport, parce que des taux excessifs de 10, 15, voire 20%. Mais aujourd'hui, le représentant a donné un engagement en partie. Il a proposé qu'il va demander au promoteur la moitié de l'apport, pas tout l'apport. Je crois que ça, c'est une possibilité. Parce que, par exemple, on peut demander un apport de 1 million à un promoteur. Pourquoi pas demander 500 000 de l'apport? Après, on va suivre le reste. Voilà, il était interrogé par Jean-Pierre Ngor Gakou. Vous venez donc d'écouter Babacar Dieye, le chef d'antenne de Fatick du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Madame, Monsieur, vous suivez Radio Sénégal, il est 13h13 à Dakar. L'évêque de Ziguinchor appelle les autorités à réglementer la circulation dans la commune. Monseigneur Paul Abel Mamba a déploré les centaines d'accidents à l'actif des mototaxis Jakarta ainsi que les lenteurs constatées dans le bitumage du tronçon Niaguis-Ziguinchor. Déclaration faite lors de la visite de courtoisie du gouverneur à la communauté chrétienne à l'occasion des célébrations de Noël. Monseigneur Paul Abel Mamba au micro de Madi Sissoko. Avec votre permission, je voudrais ici partager avec vous une préoccupation qui m'habite. C'est le problème des motos-taxis, communément appelés Jakarta. C'est devenu un fléau pour notre cité. Si à la base de l'initiative, il avait été prévu que ces moyens de locomotion puissent être à la portée de nos concitoyens qui ont des moyens modestes, mais aussi pour donner du travail à nos jeunes, pour les détourner de la tentation de l'immigration clandestine et de l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que c'est devenu une tragédie pour notre société. Parce que je pense que nous n'avons pas pris le temps de former ces jeunes à connaître le code de la route, les règles de la circulation. Et les résultats, nous les voyons aujourd'hui. Des accidents par milliers, des traumatismes. On est même jusqu'à aller baptiser un pavillon à l'hôpital, le pavillon Jakarta. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réglementer ce secteur pour que, en rendant service, il puisse épargner des vies? Car beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup de jeunes ont été traumatisés, gardent des séquelles d'accidents de moto Jakarta. Vous
qui êtes garant de la sécurité et de l'ordre public, il est temps peut-être que nous puissions réfléchir par rapport à ce problème. Autre chose, nous sommes devant la nationale 6 et les travaux ont été engagés. Jusque-là, la route reste bloquée. Et pour nous qui sommes riverains, c'est source d'inquiétude et de préoccupation. Ce chantier va-t-il continuer ou c'est la fin des travaux? C'était l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba. La CMU veut étendre sa couverture à 83% en 2017. Pour l'instant, le taux de couverture maladie universelle est de 50%. Son directeur général, Cheikh Seydi Aboubakar Mbeng, était en tournée à Kermadiabel dans la région de Kaolack. Il a déclaré vouloir enrôler 3 millions d'adhérents. Nous l'écoutons au micro de Daouda Badiane. Le 20 septembre 2013, quand le président Macky Sall lançait le programme de couverture maladie universelle, il rappelait que le taux de couverture au Sénégal était de 20%. Et il avait fixé à cette occasion un objectif de 75% de couverture au 31 décembre 2017. Aujourd'hui, nous constatons que 11% des Sénégalais sont couverts par le système des imputations budgétaires et celui des IPR. Ce sont donc les salariés et les membres de leur famille. Les enfants de moins de 5 ans qui bénéficient de l'initiative de gratuité des soins représentent 15% de la population de ce pays. 11 plus 15, on se retrouve à 26%. Les personnes de 60 ans et plus, selon les résultats du dernier recensement, représentent 5,5% de la population. Donc un plan Sésame rénové permettrait à ces 26% d'ajouter 5,5%, on se retrouverait à 31,5%. Je dois rappeler que le président de la République a pris la décision de rendre les soins gratuits pour les membres des ménages bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale. 300 000 ménages qui bénéficient de la bourse de sécurité familiale, mais dont les membres aujourd'hui sont enrôlés dans les mutuelles de santé. 300 000 fois 8 personnes, c'est 2 400 000 personnes, 15 à 17% de la population. Si on les ajoute aux 31,5%, on se retrouve à 56,5%. Et à cela s'ajoutent maintenant les 700 à 800 000 personnes qui ont déjà cotisé dans les mutuelles de santé, ainsi que ceux qui sont en train de s'inscrire dans les nouvelles mutuelles de santé. Parce que je dois rappeler que nous avons atteint aujourd'hui l'objectif de couverture de 671 mutuelles de santé dans les 552 communes. L'objectif était d'avoir au moins une mutuelle de santé dans chaque commune. Nous avons aujourd'hui 671 mutuelles de santé dans les 552 communes. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes à près de 50%. Il nous faut avancer plus vite pour aller vers les 75%. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. De l'Est de la RDC, de nouveau endeuillé par le massacre de 22 civils ce week-end. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Kinshasa accuse les rebelles ougandais des ADF d'avoir commis les assassinats. Jour de deuil national en Russie après le crash hier d'un avion militaire transportant 92 personnes. Aucun survivant, mais les recherches se poursuivent en mer Noire pour retrouver les boîtes noires de l'appareil. D'après les autorités russes, la piste terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs. Et puis le secrétaire général de l'ONU, le sud-coréen Ban Ki-moon, est accusé de corruption dans son pays. Il aurait accepté $200 000 en 2005 quand il était ministre des Affaires étrangères, puis $30 000 en 2007 après son accession à la tête de l'ONU. Les explications de Aïssatou Sall. Le retour de Ban Ki-moon dans son pays natal s'annonce mouvementé. Selon les révélations du journal d'enquête CISA, le secrétaire général de l'ONU aurait reçu il y a 10 ans $230 000 en liquide. Des pots de vin donnés par Park Yeon-chan, patron du groupe Taekwon, qui était déjà au centre d'un scandale de corruption visant l'entourage de l'ancien président. Le porte-parole de Ban Ki-moon a immédiatement qualifié ces accusations de fausses et infondées avant d'exiger du journal un retrait de l'article et des excuses. Ces allégations sont potentiellement explosives pour Ban Ki-moon, qui ne fait plus grand mystère de ses ambitions présidentielles. Il est populaire en Corée du Sud parmi les électeurs les plus âgés. Et le parti conservateur au pouvoir ravagé par le scandale qui frappe la présidente destituée Park espère le convaincre d'être son candidat. De son côté, le parti progressiste Minjo demande l'ouverture d'une enquête. Les candidats de ce parti sont favoris des sondages et Ban Ki-moon sera leur plus dangereux adversaire. Si la Cour constitutionnelle valide la destitution de Mme Park, des élections anticipées doivent être organisées d'ici 60 jours. Sport, Omnisport, tous les sports, l'essentiel des sports sur RSI 92.5.
Omnisport, tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport, l'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30 sur Radio Sénégal International. Rendez-vous est donc pris pour 20h ce soir. L'actualité des sports, c'est avec vous, Benoît Badiane. Bonjour. Bonjour, Khaled Amdounarfal. CAN Gabon 2017, le ministère des Sports compte mettre les Lions du Sénégal dans les bonnes conditions de participation et de performance. Tout à fait, un budget de 1,8 milliard de francs CFA a été mobilisé. Un camp d'entraînement à Brazzaville déjà retenu, selon Matarba, annonce faite en marge de la finale de la Coupe du maire de Fatick disputée hier dimanche au stade Massène Sène. Le ministre des Sports Matarba, par ailleurs maire de Fatick, est au micro de Cheikh Camara de RTS Fatick. Nous nous battons tous les jours pour mettre nos athlètes dans d'excellentes conditions. C'est pourquoi nous avons déjà évalué notre budget, 1,8 milliard. Nous nous sommes fixés et toutes les conditions seront réunies pour permettre à notre équipe nationale d'aborder sereinement cette CAN. J'ai envoyé une mission pour le camp d'entraînement en République de Congo-Brazzaville. Le camp est déjà fait, toutes les dispositions sont prises. Après ça, la mission est allée au Gabon. Nous avons pris toutes les dispositions pour que la délégation du Sénégal, je ne parle pas de l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale c'est une obligation, mais quand je dirige une délégation, je prends en tout cas en main les choses et je veux mettre l'ensemble des Sénégalais qui participeront à cette belle fête pour pousser les Sénégalais, pour pousser l'équipe nationale à la victoire finale, que tout le monde soit dans d'excellentes conditions. Nous y travaillons tous les jours, les journalistes vous en faites partie, le 12e Gaïndé en fait partie et nous retrouverons des Sénégalais au Gabon. Donc soyons ensemble, unis et solidaires pour la victoire finale. Et c'est possible parce que nous avons les valeurs, nous avons une équipe qui peut quand elle veut. Et nous nous battrons pour que l'équipe puisse aller de l'avant parce que le Sénégalais, lambda de Fongolemi, de Fatick et partout, nous rêvons tous d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était Matarba, le ministre des Sports. Rappelons qu'un budget de 1,8 milliard de francs CFA a été mobilisé. Un camp d'entraînement à Brazzaville déjà retenu. Rappelons que pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec les matchs de préparation, le Zimbabwe, adversaire du Sénégal dans le groupe B de la CAN, affronte tout à l'heure à partir de 18h la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, en match amical. Les 23 aigles du Mali pour la prochaine CAN devraient être connus aujourd'hui. Alain Giresse, le sélectionneur, va publier sa liste de joueurs retenus à 19 jours du tournoi. Les 23 convoqués seront en stage de préparation à Casablanca au Maroc où ils croiseront même le Burkina Faso. Un match amical le 7 janvier prochain. Le Mali affrontera le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda dans le groupe D de la CAN prévu du 14 janvier au 5 février. Pendant ce temps, Khalid Amdounarfal, la FIFA veut encadrer les discussions avec les arbitres ou bien avec l'arbitre. L'instance mondiale cherche à améliorer le comportement des joueurs envers les arbitres durant les matchs. Marco Van Basten, le responsable du développement technique à la FIFA, a expliqué dans une interview accordée à la BBC que des discussions étaient engagées. Le néerlandais d'ajouter que le football pouvait apprendre de chaque sport lorsque fut évoqué le cas du rugby où seuls les capitaines sont autorisés à parler directement à l'arbitre pendant la rencontre. Ah oui, malgré les apparences, le football a encore beaucoup de leçons à apprendre du rugby. En football, et nous allons en Espagne où James Rodriguez ne partira pas du Real Madrid en janvier. Son agent a clarifié les choses ce matin après des annonces en prêt au mercato d'hiver qui démarre le 1er janvier prochain. Plusieurs clubs européens comme Chelsea, Inter Milan et Bayern Munich seraient intéressés. James, milieu offensif colombien de 25 ans en manque de temps de jeu au Real Madrid, garde l'espoir de faire changer d'avis son entraîneur Zinedine Zidane à son sujet. Arrivé en 2014 en provenance de Monaco, James Rodriguez est sous contrat avec la Maison Blanche jusqu'en 2020. Sur le terrain, ce n'est pas la trêve en Angleterre. Boxing Day oblige. En ce lendemain de Noël, on joue la 18e journée de la Première Ligue et depuis 12h30, Watford joue contre Crystal Palace à la mi-temps. Crystal Palace menait 1-0 sur la pelouse de Watford. Tout à l'heure, à partir de 15h, Arsenal West Bromwich Albion, Chelsea leader qui reçoit Bournemouth, 10e, Swansea West Ham de Cheikhou Kouyaté. À 17h15, Hull City Manchester City. Suite demain mardi avec Liverpool de Sadio Mané qui reçoit Stoke City de Mambiron Diouf. Fin mercredi avec Southampton qui reçoit Tottenham à partir de 19h45. Et retour chez nos Benoît, Guinguinéo appelle à l'achèvement des travaux de son nouveau stade en construction depuis des années. Appel lancé par le président du conseil départemental de Guinguinéo. Il l'a fait lors de la finale des phases départementales
département de l'ODCAV de Guinguinéo édition 2016. Une finale remportée par l'ASC Yakar de Guéo qui s'est imposée devant l'ASC Réveil de Ngat Ndaoudé à l'issue de la séance des tirs au but, 4 pénaltys à 2 temps réglementaires, 0 but partout. Le président du conseil départemental, Pape Malik Ndour, que nous écoutons au micro de l'AJCAN de RTS Kaolack. Au niveau du conseil départemental, la priorité c'est la jeunesse. Je ne vais pas être là à dire tout ce que nous avons pu faire pour la jeunesse à travers l'éducation, mais aussi à travers le sport. On peut estimer qu'à Guinguinéo, toutes les équipes de Guinguinéo qui sont engagées dans les phases régionales ou bien dans les phases nationales ont été subventionnées et accompagnées par le conseil départemental. Aujourd'hui, les 8 équipes qui s'étaient qualifiées en quart de finale aujourd'hui ont pu bénéficier quand même de l'appui du conseil départemental en termes d'équipement, en termes de ballons et autres. On a mis plus de 2 500 000 dans le budget. Tout tourne autour quand même des prix, mais aussi des maillots et des ballons qu'on a mis à la disposition. Donc vous pouvez estimer qu'à peu près on est à 2 500 000 pour la jeunesse. La construction du stade quand même, quelque part ça peut dépasser la compétence même bien, en tout cas en termes de moyens, des collectivités locales. Donc j'en appelle donc quand même à l'aide et à l'accompagnement du gouvernement. Nous n'en doutons pas dans la mesure où on a vu récemment tout un ensemble de programmes déployés par le gouvernement à travers le ministère du Sport pour accompagner quand même les départements à se doter donc du stade digne de ce nom. Guinguinéo est un département du sport, donc je pense qu'il mérite plus que ça. Il y a un stade qui est en construction. Je vais profiter donc de cette tribune pour lancer un appel au gouvernement pour qu'il puisse nous aider à terminer quand même ce stade-là qui est en construction. Voilà, c'était Pape Malik Ndour, le président du conseil départemental de Guinguinéo, qui a lancé un appel au gouvernement pour l'achèvement des travaux du nouveau stade en construction depuis belle lurette. On termine avec le basketball Khaled Bounafal. Journée non-stop aujourd'hui au 3e jour du tournoi national des jeunes édition 2016. Les matchs se disputent d'ailleurs depuis 9h30 et ça se poursuit jusqu'à 17h30 au stadium Marius Ndiaye. En filles et garçons sont en lice les sélections régionales composées de joueurs et joueuses âgés entre 15 et 17 ans. En championnat, le 5e tour du National 1 se joue mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 décembre. Des rencontres prévues à Dakar, Mbour, Mboro, Louga et Saint-Louis. C'est tout pour les sports. Khaled Amadou Narfal. Merci Benoît Badiane, c'était la page des sports. L'invité de ce 13h est Abdou Karim Fofana, le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, explique l'importance pour l'administration sénégalaise ainsi que les usagers d'avoir une cité ministérielle construite à Diamniadio pour abriter 5000 bureaux sur 120 000 m². Le coût du projet, 150 milliards de francs CFA. Il est interrogé par Khadifal Koulibaly. Ce lundi, le chef de l'État en visite à la cité ministérielle de Diamniadio. Présentez-nous ce projet. Les sphères ministérielles de Diamniadio, c'est d'abord un changement de paradigme. Ce n'est pas seulement des bâtiments. Vous avez sur le pôle urbain de Diamniadio, sur 3 sites, 120 000 m² d'espace de bureau. C'est le plus grand projet immobilier de l'État du Sénégal à destination des services publics depuis le building administratif en 1950. Le building administratif, c'était 26 000 m² d'espace de bureau, 455 pièces, 170 places de parking, 9 étages et 9 ascenseurs. Aujourd'hui, les sphères ministérielles de Diamniadio, les surfaces passent de 26 000 à 120 000. Le nombre de pièces passe de 455 à 5 000. Le nombre d'ascenseurs passe de 9 à 40. Le nombre de places de parking passe de 170 à 2200. Le coût, c'est combien? Le coût, je vais vous parler aussi du mode de contractualisation. Avant, l'État du Sénégal faisait des marchés de construction qu'on lançait et qu'une entreprise gagnait, construisait, voilà. Cette fois-ci, on a voulu lier la construction et l'usage, ce qu'on appelle dans le jargon le coût global d'utilisation. On veut que celui qui construit le bâtiment ait la responsabilité du suivi et de l'entretien du bâtiment. Donc sur 120 000 m², on va avoir un coût global de 150 milliards sur les 10 ans à venir. C'est-à-dire on aura des bâtiments construits, meublés, équipés avec du pré-câblage, de la climatisation, le contrôle d'accès. On aura la vidéosurveillance, on aura aussi les groupes électrogènes et l'entretien, c'est-à-dire le ménage, le nettoiement et le meuble. Même s'il y a un meuble qui est cassé, c'est le promoteur qui le change durant la période du contrat. Donc si vous faites la balance, l'État du Sénégal est carrément gagnant. Je vais vous donner aussi d'autres chiffres. Entre 2006 et 2016, l'État du Sénégal a payé 130 milliards de loyers. Si ce projet n'avait pas vu le jour, entre 2017 et 2026, l'État du Sénégal payerait 200 milliards de loyers. Donc vous voyez que l'économie et le choix est vite fait. 150 milliards, c'est le coût de la construction, du développement, de l'équipement, des meubles, de l'entretien, ce qu'on dit en wolof, menace et tout ça, et de la maintenance, les groupes électrogènes,
l'entretien sur une dizaine d'années. Donc l'État va payer à partir de la réception chaque année un montant jusqu'à ce que ça fasse 10 ans pour être propriétaire des bâtiments. Et ce bijou sera réceptionné quand? Le projet sera réceptionné d'ici mi-2018. Donc en mi-2018, retenez que le plus grand déménagement de l'histoire de l'administration sénégalaise depuis le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar va avoir lieu avec les sphères ministérielles de Diamniadio. Et in fine, quel est le but du projet? Participer à l'aménagement du territoire avec la mixité fonctionnelle à Diamniadio. Participer au renouveau du service public en permettant aux usagers du service public d'avoir sur un lieu beaucoup de services, sur un seul lieu. Faire en sorte aussi que les fonctionnaires et les agents de l'État soient dans un environnement de travail favorable à la performance. Et le troisième point, c'est l'efficacité budgétaire, une économie de 6,5 milliards. Quand on sait qu'un bâtiment a une durée de vie de 50 ans et que ça prend même de la valeur au-delà de 50 ans, 6 milliards fois 50, ça fait 300 milliards d'économies pour les 50 années à venir. Et c'est un financement de l'État du Sénégal? C'est un montage financier. Ce sont les promoteurs. Ce qu'on a fait, c'est un contrat de location-vente. Les promoteurs, ce sont eux qui apportent leur argent, qui construisent et après, qui vendent selon la méthode de location-vente à l'État du Sénégal. C'est ça le mode de contrat qui a été fait. Monsieur Fofana, Radio Sénégal vous remercie. Merci à vous également, Khadifal Koulibaly. À 13h30, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Attaque à main armée dans un village du département de Sédhiou la nuit dernière. Bilan 2 morts et 1 blessé. Les assaillants ont emporté 400 000 francs. Le renouveau de l'administration sénégalaise en marche, une cité ministérielle prend forme à Diamniadio. Elle abritera 5000 bureaux sur une vaste surface. Le chef de l'État s'y rend cet après-midi à 16h. 200 milliards d'investissements et 1000 emplois attendus dans l'exploitation minière dans le département de Tivaouane. Les populations espèrent le respect du nouveau code minier ainsi que des retombées positives. À Ziguinchor, l'évêque Paul Abel Mamba appelle l'État à réglementer la circulation des motos Jakarta pour mettre fin aux nombreux accidents. Merci à l'équipe de cette édition, à la réalisation Khadifal Koulibaly et Gorbel Jacoba, à la technique studio Souley Bari, au CDM Sedina Sow. Ce journal vous a été présenté par Khali Amadou Nafal. Merci de nous avoir suivis.